On va pouvoir commencer dans quelques instants. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce TEDUC, qui est un événement Univers Sciences organisé par le département éducation et formation de la Cité des Sciences, en partenariat avec les cahiers pédagogiques et la MAIF. Je vous rappelle un petit peu pour commencer l'organisation. Ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement et sera rediffusé sur YouTube. Donc, les personnes qui ne souhaitent pas être filmées au moment des questions n'allumeront que leur micro. Et pour la répartition du temps, ça va se passer de la façon suivante. Donc, il y aura 45 minutes d'échange entre moi et les différents intervenants invités. Et puis ensuite, place à vos questions pendant une demi-heure jusqu'à 18h15 pour celles et ceux qui veulent poser des questions aux intervenants. Si vous souhaitez poser des questions très précises pendant le webinaire via le chat, c'est possible de les poser directement aux intervenants s'ils ont le temps de vous répondre sur des points extrêmement précis. Donc, ce soir, le thème qui va nous occuper pendant cette heure et demie, c'est celui des projets éco-citoyens dans un cadre éducatif. Nous allons nous demander plus particulièrement quels sont les leviers qui permettent à ces projets non seulement de se concrétiser, mais aussi et surtout d'être efficaces. Comment rendre les jeunes acteurs de façon durable sur les sujets de protection de l'environnement et plus globalement sur les sujets sociétaux qui y sont rattachés. C'est la question centrale de ce soir. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'admettre donc nos différents intervenants. Tout d'abord, Ange Ansour, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes cofondatrice et directrice des Saventuriers, l'école de la recherche qui émane du CRI. Vous aurez peut-être l'occasion de nous en reparler. Avec nous également Nathalie Selvestrel, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez, Nathalie? Bonsoir à tous, oui, bonjour. Alors, vous êtes chargée de mission éducation au développement durable, EDD, donc comme on dit, à l'Académie de Paris. Absolument. Grâce à vous, nous avons aussi également autour de la table ce soir une éco-déléguée, Lisa qui est du lycée Montaigne. Est-ce que Lisa… Bonjour. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Également autour de la table virtuelle, Jean-Baptiste Cléricault, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes directeur national du mouvement d'éducation nouvelle, les CEMEA, et en charge de la pédagogie et de la vie associative. Tout à fait. D'être avec nous. Également Simon Klein, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, vous êtes médiateur scientifique et intégré donc à l'OCE, l'Office for Climate Education. Vous nous expliquerez également ce qui relève de votre structure. Également avec nous, c'est une table ronde très riche, Esther Loiseler, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes la présidente de l'association Jeunes Ambassadeurs pour le Climat. Et enfin, Roselyne Prieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de SVT dans le 14e à Paris, dans un collège, et formatrice à l'atelier Canopée 75. Et il y aura peut-être avec vous ce soir certains éco-délégués de 3e avec lesquels vous travaillez. Peut-être. Et voilà. membre des cahiers pédagogiques. Et vous êtes membre des cahiers pédagogiques, bien sûr. Alors, pour commencer, donner peut-être quelques éléments de contexte. Depuis août 2019, l'Éducation nationale a lancé un grand mouvement de généralisation de l'éducation au développement durable autour d'un plan d'action qui tournait sur 8 axes dans la perspective des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies. Alors, parmi ces 8 axes, il y a la généralisation des éco-délégués dans les collèges et les lycées, au moins un binôme d'éco-délégués par établissement et un délégué dans chaque classe, donc qui devait démarrer à la rentrée 2019. On peut citer aussi dans les axes proposés par l'Éducation nationale le label E3D, donc qui labellise les établissements engagés dans des actions de développement durable. Tous ces axes lancés par le ministère de l'Éducation nationale s'accompagnent évidemment de ressources en ligne que les éco-délégués et les référents dans les établissements sont censés, peuvent se saisir de ces ressources. Alors, on va peut-être justement démarrer, tout ne va pas tourner autour des éco-délégués, mais c'est vrai que c'est un petit peu le personnage central du sujet, et j'aimerais peut-être qu'on reparle un petit peu de ce rôle, puisque ça aurait été défini en tout cas plus anciennement que 2019, plutôt en 2003.
mais c'est un mouvement qui s'est accéléré au fur et à mesure des circulaires de l'éducation nationale. Peut-être pour commencer, donner la parole à une éco-déléguée. J'ai envie de donner la parole aux jeunes pour commencer. Alors, Lisa, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire comment vous définiriez votre rôle d'éco-déléguée en toute spontanéité? Pardon, excusez-moi, c'est que j'ai Maxence qui cherche à rentrer et il me dit qu'il n'arrive pas, qu'on ne lui a pas autorisé. Voilà. Non, c'est bon, madame, c'est bon. Bonsoir, Maxence. Alors, justement, je laissais la parole aux jeunes pour commencer. Donc, Lisa et Maxence, peut-être Lisa d'abord, puis Maxence ensuite. Comment vous définiriez votre rôle d'éco-délégué aujourd'hui? En quoi ça consiste? Et pourquoi vous avez choisi d'être éco-délégué? Oui, alors dans mon lycée, ce rôle consiste à mettre en place des projets donc écologiques au sein de notre lycée pour faire en sorte que ça soit un lycée plus vert, parce que c'est vrai que ce n'est pas beaucoup le cas dans les lycées parisiens en tout cas. Pourquoi j'ai choisi d'être éco-déléguée? Parce que je pense que c'est important et pour notre futur, notre avenir, on en parle beaucoup et c'est quelque chose qui doit se mettre en place partout et qui va permettre de, de rendre un lycée meilleur. Donc, je pense que ce rôle d'éco-délégué est très important au sein d'un lycée et qu'il peut apporter beaucoup. Et comment vous définiriez sa mission? C'est vraiment de... Je sais pas, c'est à vous de dire peut-être. Oui, alors nous, ça consiste beaucoup à faire en sorte que notre lycée soit plus écologique, soit meilleur dans l'écologie. Donc, ça concerne beaucoup de points. Ça peut être sur l'électricité, sur tout ce qui est vert. Aussi, ça peut être d'en parler aux autres élèves et leur faire comprendre que c'est important pour l'avenir. Donc, passer dans les classes, on n'a pas pu le faire cette année, mais c'est quelque chose à faire pour les années prochaines si la situation sanitaire nous le permet. Donc, il y a l'idée donc de mener des actions, mais aussi de transmettre. Maxence, est-ce que vous êtes d'accord avec vous? Vous êtes au lycée Jean-Baptiste Say à Paris également. Je rappelle que vous êtes autour de la table parce que vous connaissez Nathalie Selvestrel, qui est donc déléguée de l'Académie de Paris sur ce sujet. Donc, ce n'est pas spécialement une table ronde parisienne, mais c'est un peu le hasard qui veut ça. Vous êtes d'accord avec la définition qu'a donnée Lisa? Oui, oui, complètement. Je rejoins ce que dit Lisa. C'est vraiment mettre en place des actions, notre rôle au sein du lycée qui peuvent faire intervenir les élèves. Ça peut être aussi, on peut avoir un rôle consultatif auprès des instances du lycée. Par exemple, la commission pour la cantine, bah, il y a beaucoup de déchets qui sont jetés et donc ils vont nous demander de venir pour qu'on donne notre avis sur comment on pourrait utiliser ces déchets. Il y a plein de rôles différents et ça peut aller de l'installation, enfin, de la mise en place par exemple, d'un potager dans un coin où c'est possible, de justement de la consultation d'élèves pour des idées d'utilisation de déchets. Est-ce que selon vous, le rôle de transmission est important également auprès des autres élèves ou ce n'est pas exactement comme ça que vous voyez la fonction? Oui, pour un élu CVL, un élu éco-délégué CVL, c'est de faire Alors, CVL, c'est le conseil de la vie lycéenne. c'est le conseil de vie lycéenne. Voilà. Donc, c'est deux élus souvent par lycée. Et donc, eux, leur rôle, oui, c'est vraiment de transmettre l'information et le savoir aux autres. Donc, il peut y avoir des éco-délégués dans les classes, donc leur transmettre, et eux transmettront dans leur classe, puisqu'ils ne peuvent pas transmettre à tout le lycée, forcément. Et donc, ils peuvent transmettre à des éco-délégués dans les classes qui vont eux-mêmes transmettre aux élèves. Et c'est beaucoup ça leur rôle, ouais. Nathalie Selvestrel, alors vous observez un petit peu et vous essayez de répertorier toutes les actions des éco-délégués dans l'Académie de Paris. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être une définition de ce que vous constatez sur le terrain? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rôle très différent en fonction de chaque établissement pour ces éco-délégués ou est-ce qu'il y a des missions finalement qui sont comme ça repérables et communes à tous les éco-délégués que vous rencontrez depuis que vous êtes en poste? Alors, je dirais que le rôle, il est identique. Après, c'est la manière d'exercer les missions qui sont différentes et la manière dont sont portées les missions au sein des établissements. Et notre rôle
à l'Académie en fait, de Paris. Dans mon rôle à moi précisément, c'est d'aller mettre en lumière les actions qui sont faites dans les établissements, parce qu'il y en a beaucoup et on ne les connaît pas toutes. Il y a des initiatives extrêmement intéressantes, il y a des choses très innovantes, et nous, on n'est pas toujours au courant de tout ce qui se fait. Et l'idée, c'est que nos jeunes, on fasse remonter leur dynamique, leur investissement et qu'on arrive à faire des choses assez représentatives des actions dans les établissements. Est-ce qu'il y a aussi ces deux aspects qu'évoquait Lisa, c'est-à-dire le fait de mener des actions pour le développement durable et le fait de transmettre des connaissances? Est-ce que c'est vraiment deux piliers importants? C'est fondamental. Et notamment, on essaye de faire de la formation par les pairs, donc d'élève à élève, ce qui marche très très bien, ce qui marche dans d'autres domaines, comme au niveau du harcèlement scolaire, il y a de la formation par les pairs. Au niveau du développement durable, c'est la même chose et on veut aller de plus en plus vers ça. On reparlera sans doute de cette modalité justement de transmission, la formation par les pairs. J'aimerais donner peut-être la parole à Ange Ansour. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain, via les projets menés par les aventuriers dans les écoles? Est-ce que justement ces éco-délégués sont comme ça sur les deux piliers de la formation et de l'action, tout simplement? Alors, bonjour à tous. S'Aventure École de la Recherche est un dispositif qui accompagne les projets à l'échelle d'une classe ou des établissements, de la maternelle jusqu'au lycée. On prône l'éducation par la recherche au sens où la démarche de recherche scientifique, non pas simplement d'investigation, est modélisée, soit selon un modèle chronologique pour les plus jeunes, soit selon un modèle logique pour les lycéens. Et là, on ne travaille pas avec les éco-délégués en tant que tels. Nous avons fait des programmes de formation pour les éco-délégués qui s'attachaient à la fois à tout ce qui relève de la littératie climatique, de la littératie énergétique, etc., et aussi pour les accompagner dans leur rôle d'ambassadeur. Parce que ce que nous avons constaté en ce qui concerne les éco-délégués, donc là, je ne parle pas vraiment des projets s'aventurer, ce sont deux choses différentes, et c'est en ce sens-là que nous avons orienté la formation des éco-délégués, c'est que le terme délégué est peut-être un petit peu abusif, parce qu'ils n'ont pas droit de vote dans des instances lycéennes ou collégiennes. Nous, on aime bien le terme d'ambassadeur, parce que ce que vient d'expliquer Lisa au début, leur rôle, c'est d'informer les autres. Ce que vous venez de dire, c'est de la formation par les pairs, c'est de l'animation de vie, d'être un vecteur de transformation des comportements, etc. Donc, voilà, on les a plus orientés vers la formation d'un rôle d'ambassadeur, d'éco-ambassadeur plutôt que d'éco-délégués, parce qu'ils ne sont pas tous à la fois siégeant dans un CVL ou l'OCA ou le conseil de vie collégienne et en assumant leur rôle d'éco-délégué. Je reviendrai un petit peu plus en amont parce que les éco-délégués, c'est une communauté au sein des établissements et les élèves, nous croyons vraiment, nous œuvrons pour ce qui est dans les pratiques de classe ordinaires qui concernent tous les élèves, quelque chose qui les amène à réfléchir aux problématiques de ce que c'est l'éco-citoyenneté. Et en ce sens-là, depuis plusieurs années, et ça s'est accentué depuis 2 ans, nous avons dit, voilà, nous observons depuis toujours qu'il y a un rapport à la nature, à l'environnement à l'école. Avant les années 70, c'était un rapport d'hygiène, de préservation, etc. Et à partir de rapport de fin de 72, plus la nature en crise, avec les développements, l'éducation au climat, au développement durable, à l'environnement. Et aujourd'hui, on voit depuis 2006 et depuis les années 2010, surtout une inflexion terminologique avec le préfixe éco, éco-citoyen, éco-délégué, éco, etc., éco-geste. Et nous, on s'est dit, le terme climat, environnement ne suffisent plus. Donc, nous parlons de plus en plus, nous posons la problématique avec la communauté d'enseignants et d'élèves, d'ailleurs, et de jeunes avec lesquels on travaille, sur ce que ça peut être éduquer en anthropocène. Donc là, je vais introduire un terme peut-être que les jeunes parmi nous ne connaissent pas. On s'est dit que l'anthropocène a l'intérêt d'élargir au-delà des enjeux de pure littératie climatique et de pure littératie en termes de biodiversité et du vivant, et d'introduire les problématiques de urbanisme, de sociologie, d'économie, du droit. On a beaucoup travaillé sur le droit depuis 2 ans au sein des établissements. Et c'est ainsi que nous pensons que ça ouvre la voie à la construction d'éco-citoyens, à la fois dans leur établissement, mais autour de l'établissement, auprès de la communauté éducative au sens plus large, auprès d'un territoire.
mais également dans leur vie après, parce que vous allez quitter le collège, le lycée à un moment, vous allez aller dans le monde, dans les enseignements supérieurs, dans le monde professionnel, et cette façon de les outiller avec les modes de réflexion, d'esprit critique propres au SHS, mais également, on voit bien que ce terme d'anthropocène devient un vecteur d'inventivité et de créativité dans les arts, le design, etc. Donc voilà, être citoyen, c'est pouvoir arbitrer, prendre des décisions démocratiques, fondées scientifiquement, mais également éclairées, pas que par les géosciences, mais également par le droit, etc. Voilà. Vous avez avancé déjà beaucoup d'idées en une intervention. C'est vrai que j'aimerais revenir peut-être au terrain avec vous, Roselyne Prieur, parce que ce que dit Jean de Sourd est très intéressant du côté de, finalement, est-ce qu'il n'y a que les éco-délégués ou tous les élèves qu'on arrive à emmener quand on veut faire des projets éco-citoyens? Vous l'avez expérimenté au sein de votre collège. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que finalement les éco-délégués, c'est la porte d'entrée pour emmener plus d'élèves ou finalement on reste un peu restreint par cette communauté, comme disait Jean de Sourd? Alors, dans mon établissement, c'est vraiment, on essaie de faire en sorte que les éco-délégués soient vraiment des relais, des tremplins vers les autres élèves. Il y a eu plusieurs demandes de la part des éco-délégués dans mon établissement. On est parti d'un projet qui nous a été proposé par Paris Anime Montparnasse, un centre d'animation du 14e. Un projet avec la collaboration de l'OFAGE. Et de ce projet, on a voulu faire à la fois un lieu d'observation, que les élèves soient observateurs de leur établissement, de comment ils vivent, que ce soit également un lieu d'échange entre eux, parce qu'ils ont besoin de parler du climat, de la planète demain, ils ont besoin d'échanger là-dessus, et puis un lieu de projet. Et donc, on ne peut pas faire de 17 éco-délégués, parce que je crois qu'il y a 17 ou 18 éco-délégués dans mon établissement. On ne peut pas faire les simples décideurs de la vie du lycée de demain à l'échelle éco-citoyenne. Donc, eux, ils veulent vraiment être, enfin, les élèves avec moi veulent vraiment être des relais, des tremplins de personnes qui créent des espaces de parole, des espaces d'animation, des espaces de projet à l'intérieur de l'établissement. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent mettre en place des petites actions avec tous les élèves dans la cour. On met en place des lieux de parole avec des débats à visée philosophique sur la planète, sur le climat, sur la vie de demain, etc. Et des espaces de projet, puisque, entre autres, l'an prochain, on devrait avoir une cour aménagée. Donc là, les élèves veulent être les parties prenantes de cet aménagement. Alors, vous avez répondu aussi à un appel à projet de l'OFAGE, Prends ta planète en main. Oui, typiquement, ce genre de projet, c'est justement ce genre de projet qui permettent de faire tremplin. Et j'avais aussi envie de vous poser la question de l'interdisciplinarité dont parlait Jean de Sourd. Est-ce que c'est quelque chose qui, sur le terrain, se fait, ou vous qui êtes enseignante de SVT, finalement, les questions de développement durable se cantonnent, entre guillemets, aux cours de SVT ou aux enseignants, tout simplement, de SVT? Est-ce que c'est une réalité? Moi, je suis enseignante, mais quand je travaille avec les éco-délégués, je ne suis plus enseignante. Je suis une adulte du collège qui abandonne sa discipline, même si on ne l'abandonne jamais vraiment. Est-ce que pour autant, toutes les disciplines vont être convoquées? Ça, je pense que c'est plutôt par l'intermédiaire des programmes, puisque maintenant, on a des programmes qui sont assez larges et qui convoquent un petit peu toutes les disciplines. Pour autant, c'est difficile de réunir tout le monde sur un projet comme celui-là, parce que déjà, il faudrait que tous les enseignants acceptent d'entrer dans le projet. On va essayer de le faire, mais là, on est plutôt sur de l'interdisciplinaire ou du transdisciplinaire. On est vraiment sur de la vie des élèves au sein de l'établissement. Alors, comme on a des éco-délégués avec nous, j'aimerais peut-être leur demander qu'est-ce qui, selon eux, fait frein aujourd'hui aux actions. Quels sont les obstacles que vous rencontrez l'une et l'autre concernant vos mises en œuvre de projets? Est-ce qu'il y a vraiment des
des blocages qui reviennent. Et puis après, je passerai la parole à nos autres intervenants qui n'ont pas encore pris la parole. Lisa ou Maxence, est-ce que vous avez identifié des freins ou des difficultés en fait, à partir du moment où un projet est identifié comme Excusez-nous, il y a Victor qui nous a rejoint aussi. Voilà. Bienvenue à Peter. Cette année, on a eu un gros problème pour mener nos actions. Ça a été un problème de communication. Alors, je ne sais pas du tout si c'est pareil dans tous les établissements, mais c'est-à-dire qu'on voulait faire un projet avec l'ensemble des élèves, enfin, tout le monde devait participer, sauf qu'il fallait donc que chaque éco-délégué vienne aux réunions, en parle à sa classe, etc. Et ça a été très compliqué de les voir. On n'a pas réussi à tous les voir. Donc, pour que tout le monde soit au courant, ça a été vraiment très, très compliqué. Et à mon avis, ça, c'est un des problèmes fondamentaux. Alors, peut-être qu'il est renforcé en temps de pandémie. Je ne sais pas si Maxence, vous aussi, vous avez identifié un frein. Alors, oui, les élèves, ils sont pour beaucoup très demandeurs de pouvoir mener des actions pour le développement durable en général. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire à leur petite échelle, parce qu'ils ne peuvent pas mener des gros projets sur toute la ville, mais que sur leur lycée ou des petites parties. Et justement, ce qu'ils ne savent pas, c'est quoi faire à petite échelle dans leur lycée ou dans une partie de leur lycée. Et ça, c'est compliqué de s'imaginer tout seul en tant qu'élève qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de, à notre échelle, sauver la planète. Et c'est ça qu'ils veulent, en fait, les élèves, c'est des petites actions qu'ils peuvent réaliser, pas des gros projets. Alors, ce que vous pointez, c'est ce qu'on a le droit ou pas de faire. Nathalie Selvestrel, vous, c'est ce que vous constatez aussi dans les établissements sur lesquels vous vous rendez. Il y a toujours la question de qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas. Est-ce qu'il faut demander l'autorisation? Combien de temps ça va prendre? C'est ça aujourd'hui les freins? Alors, ce n'est pas tant le droit, c'est le comment on fait. Et toute notre histoire avec Maxence, si je puis me permettre, c'est que lui, il est au Conseil national de la vie lycéenne et au Conseil académique et au CVL. Donc, il est dans toutes les instances. Et on est parti de leur problématique, qui était exactement celle dont il parle, qui est comment on peut faire, nous, vraiment, sur notre terrain. Et c'est pour ça qu'on crée des partenariats avec Universcience, avec le Muséum d'histoire naturelle, avec d'autres associations aussi, pour que sur le terrain, on ait des réponses à apporter, des réponses très, très concrètes. Alors, j'aimerais donner la parole maintenant peut-être aux personnes qui n'ont pas encore pris la parole. Jean-Baptiste Cléricault, vous, donc je rappelle que vous êtes directeur national du mouvement d'éducation nouvelle, les CMEA, en charge de la pédagogie et de la vie associative. Quel regard vous portez justement sur les leviers d'action qui permettent à ces projets éco-citoyens de devenir une réalité et une réalité tangible, efficace, sachant que vous, notamment au CMEA, vous formez énormément de jeunes au BAFA qui ensuite, voilà, ça va devenir de jeunes animateurs qui vont eux-mêmes mener peut-être des projets éco-citoyens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les conditions de réussite selon vous? Oui, merci. Alors, du coup, une intervention en deux sens, répondre à cette question, puis après rebondir un petit peu sur ce qui est dit autour de la question des éco-délégués et de l'éducation par les pairs en général, comme ça a pu être dit par les premiers intervenants. Alors, sur vraiment la question de qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, des projets éco-citoyens vont prendre sens, et l'objectif même, c'est que ça ne devienne plus des projets éco-citoyens, mais que les gens adoptent un comportement éco-citoyen. Et donc, le vrai débat qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est de passer du projet au comportement classique, sans qu'on se pose de soucis, en train de se dire « Ah oui, je vais faire quelque chose d'important ». Donc, il s'agit bien à un moment donné de réussir à faire mener des projets par des animateurs, des directeurs, des enseignants, à des élèves, à des jeunes, à des colons, à des enfants qui fréquentent des centres de loisirs et des colos, pour qu'après ces jeunes eux-mêmes adoptent des comportements. Donc, c'est qu'en fait, il n'y ait plus cette notion de projet et que ça devienne le comportement classique. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'enjeu, il est là. Parce qu'après, mener des projets qui ont un début, qui ont une fin, on est tous capables de faire ça, on est tous capables de faire venir une classe, de lui faire adopter un super comportement, etc. Et puis après, quand on sort, on jette le papier par terre. Voilà, donc c'est bien cette question de la continuité qu'il faut qu'on arrive à atteindre. Au travers de cette question-là, il y a vraiment plusieurs choses qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre. Premièrement, c'est que l'action qu'on est en train de conduire s'inscrit dans une continuité qui nous dépasse et qui s'inscrit dans une action globale. Je me donne un exemple très concret.
je commence à être un peu vieux et j'ai quelques poils blancs. Je dirigeais une colo et les animateurs qui étaient avec nous disaient, alors c'est il y a 20 ans, hein, il faut qu'on travaille sur la question du tri sélectif. Et on était dans une colo dans l'arrière-pays niçois. Vous avez vu, il n'y a pas que des Parisiens. On était dans une colo dans l'arrière-pays niçois et les animateurs avaient dit oui, il faut faire le tri sélectif, on va faire la poubelle pour mettre ci, la poubelle pour mettre ça, la poubelle pour mettre ça, il faut donner les bonnes habitudes aux enfants, etc. Sauf que le tri sélectif, dans cette commune de l'arrière-pays niçois il y a 20 ans, il n'était pas organisé. Et tout finissait dans la même poubelle. Et donc moi, je me suis battu à un moment donné pour dire ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire ce tri sélectif-là parce que c'est un tri sélectif qui n'a pas de sens dans une continuité où on participe tous à quelque chose. Donc, il faut qu'on réussisse à faire des choses autour de la citoyenneté et autour de l'écologie qui vont avoir du sens dans la colo. On avait travaillé sur d'autres objets. Par exemple, la question de, quand on faisait des cabanes, de ne pas planter des clous dans les arbres, plutôt de faire des nœuds qu'on pouvait démonter, etc., etc. Donc, c'est plutôt de réussir à inscrire des actions qui s'inscrivent dans le temps. Autre exemple, des animateurs qui disent on va faire des projets, on va faire des activités recyclage, du recyclage. Et donc, on va fabriquer des bateaux avec des poubelles, avec des bouteilles en plastique, etc., etc. Sauf que ça, lorsqu'il faut utiliser le bon mot, ce n'est pas du tout du recyclage. Ce n'est pas du tout du recyclage de prendre des objets qui peuvent être recyclés et avoir une seconde vie et limiter leur impact sur la planète, de prendre ces objets-là. Justement, ils ne seront plus dans une activité de recyclage pour en fabriquer un nouvel objet où on va justement mettre de la colle dessus, on va mettre autre chose, etc. Et l'objet fini, lui, ne sera pas recyclable. Donc, du coup, on fait l'inverse de ce qu'on est censé vouloir faire. La réutilisation. Voilà, donc du coup, il y a vraiment cette question de comment est-ce qu'on arrive à inscrire une action qui a du sens dans le temps et dans un environnement plus global que là où on est. Et ça, c'est complexe de réussir à travailler sur cette question-là. Voilà. Et après, sur la question des éco-délégués, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'éducation par les pairs. J'ai aussi, au travers des CMA et de la direction que je mène dans cette association, travaillé sur la question de l'éducation par les pairs. Et deux choses. Vraiment, moi, je suis toujours très admiratif vis-à-vis des jeunes qui sont… éducateurs pairs, peer éducateurs, éco-délégués, parce qu'on leur demande de faire des choses. Alors, je vais être critique vis-à-vis des adultes. On leur demande de faire des choses là où les adultes ont échoué, et on pense que parce que c'est des jeunes qui vont le faire là où les adultes ont échoué, ça va réussir. Je suis un peu provoque, c'était l'idée de mettre un peu de débat aussi. Donc, il faut aussi faire attention à ne pas surinvestir un poids affectif ou une responsabilité trop forte au niveau de ses élèves. C'est déjà beau ce qu'ils arrivent à faire et il faut qu'on réussisse à créer les conditions pour que de l'éducation par les pairs fonctionne réellement. Je me souviens d'un projet d'éducation par les pairs que j'avais conduit à Menton où il s'agissait, comme le disait Lisa tout à l'heure, de mener des actions de sensibilisation auprès de leurs pairs PAIR, donc c'était des jeunes du lycée qui devaient conduire des séances d'animation auprès de leurs pairs. Et le seul créneau qui avait été disponible pour ces séances-là, c'était un vendredi, veille de vacances scolaires, de 17h à 18h, où les jeunes, ils étaient obligés d'être présents. Autant dire que les jeunes qui ont assisté à ces séquences-là, ça a eu encore une fois un effet contre-productif. Donc l'éducation par les pairs, ça fonctionne quand c'est un projet global qui est vraiment porté par l'ensemble de l'établissement, direction, enseignement, CPE, élèves, qui s'inscrit encore une nouvelle fois dans une continuité globale qui fait que ça prend tout son sens. Alors, vous me permettez de passer la parole du coup à Esther Loiseleur, qui est présidente de l'Association des jeunes ambassadeurs pour le climat, qui, elle, s'adresse plutôt à des jeunes actifs ou à des jeunes dans l'enseignement supérieur, des étudiants, mais dont l'association repose principalement, Esther Loiseleur, sur justement cette idée de formation par les pairs. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans et est-ce que c'est pour vous une clé de réussite, justement, et comment vous pouvez illustrer cela ? Oui, alors nous, la formation par les pairs, on l'utilise entre nous, donc les membres actifs de l'association. Donc pour la plupart, on est des jeunes qui ont plutôt étudiants ou jeunes actifs, donc entre 18 et 25 ans à peu près. Mais pour ensuite aller transmettre à des lycéens, notamment en général les éco-délégués sont très motivés et très intéressés, mais nous on va parler aux classes entières, enfin on ne fait pas forcément on a un peu cette optique que tout le monde peut être ambassadeur pour le climat ou pour la biodiversité et plus largement pour l'anthropocène parce qu'on essaye aussi, et je rejoins totalement Ange là-dessus, d'inscrire aussi ces enjeux-là dans des problématiques globales qui mêlent les disciplines, les visions, etc. Et donc nous, la formation par les pairs, en fait, on l'utilise parce qu'on s'est rendu compte qu'on est beaucoup d'étudiants à avoir soit des formations sur ce sujet, mais ça reste très rare, soit des connaissances qu'on est beaucoup allés chercher par nous-mêmes.
et que on a envie de les transmettre et de les partager parce que c'est des sujets qui restent aujourd'hui abordés de manière très superficielle dans beaucoup, y compris, enfin moi je sais qu'au lycée, j'ai pas eu de formation, que ce soit sur les enjeux climatiques, la biodiversité, les limites planétaires, etc. Enfin, j'ai jamais eu un cours là-dessus, enfin peut-être un cours de SVT sur le dioxyde de carbone et encore. Donc nous, on est vraiment parti de ce constat-là pour se dire il faut qu'on puisse donner les clés à chacun. Et notre principe, c'est que du coup, on se fait des formations entre nous pour ensuite être en mesure d'aller faire des interventions, des ateliers, des conférences. Et là où on voit un avantage à la formation par les pairs, c'est dans l'appropriation des enjeux. Et je rejoins aussi Jean-Baptiste qui a parlé précédemment sur le fait qu'il ne faut pas faire peser une charge trop importante sur les jeunes. Et enfin voilà, nous, on ne se prétend pas experts et on ne prétend pas que notre génération va sauver le monde, en tout cas pas sans celle d'avant. Donc le but n'est pas forcément là, mais le but c'est de se dire on est capable de s'approprier les enjeux parce que quand on apprend pour ensuite faire des conférences ou restituer à d'autres personnes, ça met dans une démarche qui est extrêmement active, qui est extrêmement qui active beaucoup de choses et on apprend et on retient beaucoup plus quand on essaie de présenter, de clarifier, de synthétiser. Ça permet aussi d'aller vers la science avec une démarche qui soit vraiment active, de dire ok, voilà, il faut que je comprenne ça, pourquoi ça fonctionne comme ça, etc. Donc moi, je vois vraiment ce bénéfice-là dans la formation par les pairs, mais je pense qu'elle n'est pas du tout excluante d'une formation plus classique et d'une formation complète. Et nous, on milite aussi, on fait beaucoup de plaidoyer pour que ces enjeux soient totalement intégrés dans tous les programmes et que tout le monde y ait accès à l'école et à tous les âges aussi, parce que on peut aussi se former à tous les âges de la vie sur ces sujets. Et on pense que moi, en tout cas, je pense que des exemples comme la Convention citoyenne pour le climat montrent que les citoyens français, aujourd'hui, de un, pour la plupart, ne sont globalement pas formés, et de deux, quand on leur met entre les mains les connaissances scientifiques, sont en mesure aussi de faire des choix politiques différents, de proposer des choses qui dépassent justement l'échelle des éco-gestes individuels, dont on parle beaucoup, mais qui finalement sont presque une goutte d'eau par rapport à tout ce qu'on peut faire sur le plan collectif en termes d'échelle et d'impact. Donc voilà, moi je pense que la formation par les pairs, elle s'inscrit plus dans une dynamique et plus une vision globale d'aider à pousser les choses et aller plus vite que comme une panacée qui réglerait tout. Mais voilà, en même temps, je reste très très positive là-dessus. Moi personnellement, ça m'a appris beaucoup beaucoup de choses et j'espère continuer pouvoir faire des interventions avec l'association, etc. Donc, voilà, pour peut-être que cette vision globale, justement, est un levier qui permet, je rebondis un petit peu sur ce que disaient les éco-délégués présents, de sortir justement de cette question des simples éco-gestes et d'avoir une vision plus globale. Alors, vous pointez l'intérêt de la formation par les pairs, mais aussi de la formation par l'action, puisque via votre association, des jeunes peuvent devenir délégués pour le climat et assister aux différentes COP. Donc ça aussi, ça peut être un levier formidable de formation citoyenne qui dépasse le simple périmètre d'un établissement universitaire, par exemple. Comme vous insistez beaucoup sur la question de la formation, j'aimerais passer la parole à Simon Klein de l'Office for Climate Education, qu'on n'a pas encore entendu. Vous aussi, vous menez, grâce à l'Office for Climate Education, des programmes de formation, en particulier envers les enseignants. Pour vous, aujourd'hui, c'est ça le levier pour une efficacité et pas seulement qu'un établissement soit plus propre, mais simplement que tout le monde se mette finalement au travail de façon plus globale. C'est la formation pour vous le point important? C'est un des points importants. Enfin, je pense que sans hiérarchiser non plus, je pense que c'est un levier d'action qui est primordial, effectivement, d'aller vers la formation. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites avant sur lesquelles je suis très d'accord, mais l'angle de formation, on ne l'a pas encore abordé. Je pense que c'est là-dessus que se jouent pas mal de choses. Et effectivement, c'est ce que nous, on fait à l'Office for Climate Education, où on va plutôt cibler notre action sur de la formation d'enseignants et d'enseignantes du primaire et du collège. Et ça part d'un constat, alors qui est partagé par la main à la pâte, qui est notre organisme mère, on va dire, que finalement, et comme vous l'avez dit juste avant, Esther, on a la formation aux sciences du climat, elle est très récente. Rien que les sciences du climat, en fait, elles sont très très récentes d'un point de vue académique. Donc la transmission d'un point de vue éducatif dans le supérieur est très récente. Donc en fait, les profs et les enseignants et les enseignantes qui ont été formés il y a ça des années n'ont pas forcément les billes
pour déjà s'accaparer les nouveaux programmes, ou quand nous, plutôt sur le primaire collège, finalement, inclure ces projets d'éducation au changement climatique, voire d'éducation au développement durable, ça peut être déroutant. Et au-delà de ça, ce qu'on essaye d'éviter, enfin, ce qu'on essaye de prôner, en tout cas en prônant l'éducation, enfin la formation, on va dire, continuée et continue à ces enjeux scientifiques, pour les enseignants, c'est de toujours associer la mise en place de projets d'action par les élèves avec une vraie compréhension des enjeux scientifiques qui sont derrière, et autant que possible de travailler par ce qu'on appelle la démarche d'investigation, c'est-à-dire que les élèves eux-mêmes construisent le savoir, ou en tout cas et ce processus d'assimilation du savoir qui est lié à la démarche d'investigation et démarche scientifique. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on se place, c'est-à-dire aider les enseignants à avoir le bagage donc des connaissances, et avoir aussi une maîtrise un peu plus fine des leviers pédagogiques qu'on peut utiliser pour mener ces actions. Donc, voilà, j'ai en tête... Excusez-moi, est-ce que les enseignants sont très demandeurs aujourd'hui de ces formations? Parce qu'il faut savoir aussi qu'en France, les enseignants sont déjà très pressurisés par les programmes, et puis parfois aussi par les impératifs de formation continue qui peuvent être imposés par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, ce n'est pas toujours facile d'arriver à caser ça, même si on est de bonne volonté. Eh bien, oui, ça, c'est un peu un des enjeux sur lesquels on peine à trouver le bon compromis. Après, on est une structure très jeune. Il faut savoir aussi qu'on est une structure internationale, dans le sens où on a des actions dans plein de pays, surtout des pays en voie de développement et pays en Amérique du Sud, où là, pour le coup, c'est plus facile, j'ai l'impression. Et effectivement, comme vous le dites, il y a la question de... on n'a pas envie d'en rajouter, en fait. On n'a pas envie d'être là pour rajouter des formations, de rajouter du temps de formation aux profs et tout, mais plutôt dans le sens d'accompagner la mise en place de projets, en faisant ce genre de... Alors, ce qu'on a fait récemment, c'était autour de projets d'action qu'on appelle le climaton. Je ne sais pas si je peux en parler maintenant ou pas, mais en tout cas, bien sûr. Voilà, ce projet-là, il rentre un peu dans toutes les cases dont on a évoqué avant, et c'est un exemple à notre petite échelle qui répond un peu à ces questions, parce qu'on a fait du coup des formations un peu en amont avec des enseignants et des enseignantes qui étaient très motivés pour mettre en place un projet avec leurs élèves, qu'on a appelé un climaton, où en fait le projet en lui-même, pendant une journée, des élèves, alors soit des éco-délégués dans certains établissements, ou dans d'autres établissements, pour le coup, c'était des classes entières. On a fait ça autour de Strasbourg, et en fait, sur une thématique très précise, identifiée par les profs, et qui était liée au contexte local, et liée aux besoins en fait, de cet établissement ou de la communauté, concrètement à ce moment-là, sur des questions du climat. Les élèves ont proposé des projets après avoir passé une journée entière à discuter avec des professionnels, donc que ce soit de l'établissement ou de la communauté locale, c'est-à-dire ça peut être des policiers, ça peut être des architectes et tout ça, pour travailler par exemple sur la question des îlots de chaleur urbains. Et en fin de journée, ils ont proposé plusieurs projets, ils ont voté en fait sur les projets qu'ils voulaient mener derrière. Donc en fait, cette formule, elle a été très appréciée par les professeurs, parce que nous, en amont, on les a aidés à vraiment rentrer assez profondément dans quels sont les enjeux vraiment, et comment ce projet, comment cette thématique peut vraiment s'inscrire dans la question du climat et dans la question de projets d'adaptation ou d'atténuation sur la question climatique. Mais au-delà de ça, ça leur permettait aussi d'avoir un espace où ils pouvaient discuter entre eux, et d'avoir une journée dédiée à la co-construction au sein de leur établissement, ou même entre les établissements, parce qu'on a fait ça sur 4 établissements en France et en Allemagne. Et ils ont pu échanger des pratiques, et en fait, on a vu en fait une valeur très forte de pouvoir garantir un temps de co-construction pour les professeurs au sein de nos formations. Et après, on allait voir le résultat, c'est-à-dire qu'on a fait ce climaton, et c'était très beau de voir aussi à ce moment-là, et ça rejoint un peu ce qu'on a entendu avant sur quand on est éco-délégué ou même élève, on a envie de faire des choses, et c'est ce qu'on ressent en fait, ce que les profs nous disent, et ce que les élèves peuvent nous dire aussi, et on ne sait pas forcément quoi faire, il y en a marre des éco-gestes et tout, et on a vu que en faisant cette formule, c'est-à-dire qu'en réfléchissant à quels intervenants extérieurs on pouvait faire venir sur l'établissement, et quelle était la place, en fait, ça donnait aux élèves à entendre que oui, ils pouvaient ils pouvaient mener un projet, ou en tout cas faire une initiative de projet qui allait être écoutée, et surtout, ils pouvaient être écoutés par non seulement le corps enseignant ou l'établissement, mais aussi par les élus locaux qui s'étaient déplacés et qui... Donc, à l'extérieur, l'idée de pousser le projet au-delà des murs de l'établissement.
Ouais. C'est intéressant aussi de voilà, vous inciter sur la discussion comme étant aussi un levier peut-être d'apprentissage et de citoyenneté basique finalement, mais qui permet d'avancer. J'aimerais donner la parole peut-être à Victor, qu'on n'a pas entendu encore, qui est également éco-délégué et qui nous fait le plaisir de participer ce soir. Victor, est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis désolé pour le retard. Il n'y a aucun problème. Donc vous êtes éco-délégué également à Paris, au lycée Louis-le-Grand. Est-ce que dans tout ce qui vient d'être dit, là, par rapport à notamment ce que Simon Klein a pointé par rapport à l'idée d'agir au-delà de l'établissement, c'est quelque chose qui vous parle ou aussi cette pratique de la discussion? Est-ce qu'il y a un des points sur lesquels vous pouvez rebondir? C'est tout à fait quelque chose qui me parle. Moi, personnellement, j'essaie d'agir à peu près à toutes les échelles qui me sont données. Donc, forcément, agir au-delà de l'établissement, c'est aussi intéressant. Moi, j'essaie, parce que je ne suis pas au lycée dans ma vie, donc avec des gens de ma ville pour essayer de mettre en place des projets. Je suis avec la mairie aussi, par exemple. Et je pense que la discussion aussi, c'est un moyen très intéressant pour penser déjà au projet éco-citoyen, parce que faut déjà avoir l'idée. Et donc, c'est des sujets qui sont très récurrents, notamment avec mes amis, et c'est là qu'on peut vraiment construire des idées de projet pour alimenter toute cette envie d'agir qui se développe. Merci. Est-ce qu'il y a l'un des intervenants de ce soir qui souhaiterait préciser un projet? Peut-être Nathalie Selvestrel, vous souhaitez intervenir. Je vous laisse la parole. Oui, je voudrais dire que les éco-délégués qui sont présents ce soir, notamment je pense à Victor et à Maxence parce qu'ils sont venus travailler au Muséum d'Histoire naturelle, ils ont participé au montage avec Univers Sciences des futures formations et je pense qu'en prenant les choses par le bas, c'est-à-dire en partant de l'élève pour construire les formations, pour construire, on a fait un sondage à Paris, on a eu 350 réponses sur les attentes des élèves, quelque chose de vraiment d'assez concret. Ça nous permet vraiment là de monter des choses où on va être opérationnel. Voilà. Il y a l'idée de casser le descendant aussi, c'est plutôt partir du terrain. Exactement, et d'avoir une vraie action sur le terrain. Alors eux, quand je les emmène au musée ou quand je les emmène pour discuter avec les gens, ils le font vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, mais ils ne voient pas forcément à long terme ce que ça donne. Là, je discutais avec certains en leur disant l'année prochaine, voilà ce qu'on va pouvoir faire grâce à votre action. Voilà ce qu'on va pouvoir faire grâce à aux interrogations. On est parti de vos interrogations et voilà ce qu'on peut construire. Et ça, pour moi, c'est complètement génial parce qu'on est vraiment ancré dans la réalité du terrain. Et quand je parlais tout à l'heure de formation par les pairs, oui, moi, je pense qu'il ne faut pas du tout la déléguer, en effet. On est formation par les pairs, ça veut aussi dire être dans les classes en travaillant de manière transversale avec les enseignants. Et tout ça, ça fait une alchimie qui permet d'avoir une action réelle sur le terrain. Voilà. Merci. Vous faites allusion à ce que vous êtes en train de mettre en place avec la Cité des Sciences, mais aussi le Muséum d'Histoire naturelle de Paris. L'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver des outils pour accompagner les éco-délégués dans leur formation. Justement, il y a un enjeu de formation, mais aussi de ressources, où trouver la ressource. Et puis peut-être aussi viser plus loin que la seule année scolaire ou le seul établissement. Hein, c'est bien ça? C'est ça, c'est-à-dire que là, on essaie de s'engager sur plusieurs années, vraiment dans du long terme, avec des cohortes qu'on pourrait suivre. Et bon, on n'a pas parlé de canopée, on n'a pas parlé d'associations et de la ville et de toutes les ressources, parce qu'on est très chanceux à Paris, il faut le dire, parce qu'on a beaucoup de choses possibles à mettre en œuvre avec des partenaires. Mais moi, je crois uniquement qu'on est intelligent à plusieurs et donc il faut croiser les regards et que ces partenariats, ils sont absolument vitaux pour irriguer tout le système éducatif. Voilà, ça, c'est ce que je pense. Merci. Alors, j'aurais aimé que peut-être on précise en détail un des projets pour donner un petit peu plus de concret à ce webinaire, à cette table ronde. Mais il est déjà l'heure de passer la parole à la salle et comme il y a beaucoup de participants, je vais d'abord prioriser les questions. Et puis, s'il n'y a pas de questions, j'aurai le plaisir de revenir sur l'une des initiatives dont vous avez parlé, qu'on comprenne justement jusqu'où peut mener un projet éco-citoyen.
Alors, pour les participants qui veulent poser une question, vous pouvez soit rallumer votre caméra si vous acceptez d'être enregistré à la vidéo, soit simplement votre micro et vous posez directement votre question. C'est à vous. Donc, n'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je me permets de me présenter. Alors, je ne suis pas de Paris, puisqu'en fait, j'habite dans le Pays de Gex, donc c'est dans l'Ain, tout près de Genève, pour vous situer un petit peu géographiquement. Donc, nous n'avons pas la chance, effectivement, de bénéficier de toutes les infrastructures que vous avez. Et en fait, donc d'abord, je vous remercie pour cette réunion qui est vraiment très intéressante pour moi, qui est très formatrice. Donc moi, en fait, je ne suis ni enseignant, je fais partie d'aucune association écologique ou autre. Je suis simplement, comment dire, je fais partie du conseil d'administration du lycée, qui est près de chez moi. Et puis donc, je fais partie d'une association de parents d'élèves. Et nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas d'éco-délégués dans notre lycée et également dans quelques collèges avoisinants. Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, tout comme vous, nous sommes conscients qu'il faut absolument que les enfants se mobilisent et fassent quelque chose pour l'avenir. Et nous avons discuté avec le proviseur de l'établissement qui apparemment, malheureusement, n'a pas eu le temps de mettre encore en place les éco-délégués et qui manque un petit peu d'enseignants peut-être formés, motivés ou je ne sais autres. Et j'avais une question toute simple. Je voulais savoir si nous, en tant qu'association de parents d'élèves, est-ce qu'on peut aider et encadrer des jeunes éco-délégués? Ou est-ce que les acteurs sont-ils uniquement les enseignants du lycée? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je pense que je vais laisser Nathalie Selvestrel répondre, ou peut-être Rosine Prieur également, qui est enseignante. L'une ou l'autre, je ne sais pas. Si vous avez la réponse, bien sûr. Allez-y, Rosine. Je viendrai en appui si vous avez besoin. Moi, enfin, personnellement, en tant qu'enseignante, hein, si un parent se portait volontaire pour venir nous accompagner, c'est bien évident que je serais très contente. Est-ce que pour autant, je pense que le chef d'établissement, il sera aussi très content si vous montrez ça comme une aide, pas comme un reproche, comme quoi il n'y a pas de délégué dans l'établissement, c'est évident. Oui, non, c'est justement plus pour aider les jeunes à mettre enfin d'abord qu'il y ait des éco-délégués qui puissent enfin exister, et puis après les accompagner dans les projets si effectivement les enseignants ont peut-être pas forcément le temps à consacrer à divers projets qui peuvent être instaurés. C'est vraiment juste pour une aide, c'est pas du tout… Oui. Après, il y a quand même une démarche de début d'année à faire élire ces éco-délégués. Il peut aussi s'agir d'enfants volontaires et qu'on fasse le tour des classes pour trouver ces enfants volontaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Madame Selvestrel, mais moi, dans mon établissement, il y avait eu 2 classes où les éco-délégués n'ont pas été élus. Il y a des enfants qui se sont portés volontaires au bout de 3 mois. En fait, il y a 2 choses. Pour répondre à Madame, les parents d'élèves, je le rappelle quand même, sont des partenaires de la communauté éducative, donc vous êtes les bienvenus dans les établissements, évidemment, et surtout, il y a des temps périscolaires. Là, vous parliez d'un collège, il me semble. Oui, il y a un collège et un lycée qui n'ont pas d'éco-délégués. Voilà, donc il y a quand même dans les collèges et les lycées des temps de périscolaires qui peuvent être tout à fait investis dans un premier temps par des associations, par des parents, par des gens qui peuvent accompagner des groupes d'élèves. Les élèves sont toujours demandeurs, les élèves sont toujours dynamiques, les élèves ont toujours des envies, il faut juste savoir les accompagner. Donc bien sûr. Voilà. Après, oui, en effet, je rejoins complètement le professeur de tout à l'heure, c'est que si vous arrivez en disant « nous, on sait, vous ne savez pas », ça ne va pas bien se passer. Donc, effectivement, si vous arrivez en disant « on constate qu'il y a peut-être une difficulté pour la communauté parce qu'il y a eu la Covid, parce que c'était compliqué de s'emparer de la question d'eux et que peut-être vous pourriez… voilà, je pense que ça passe… Enfin, à mon sens, ça devrait passer… clairement bien accueilli. Merci.
Aucun reproche de notre côté, c'est uniquement de la bienveillance. Effectivement, comme vous le précisez, avec la Covid, ça a été compliqué pour le collège et pour le lycée, enfin comme beaucoup d'établissements en France. Et le proviseur, quand on lui en a parlé en lui disant, mais écoutez, il n'y a toujours pas d'école déléguée, alors que c'est une obligation légale depuis 2019. Bon, d'abord, il faut savoir que c'est un nouveau proviseur cette année. Et il nous a dit, le problème, c'est que là, on n'a juste pas eu le temps de le mettre en place. Donc, je pense qu'effectivement, il se rend compte que c'est vraiment de la bienveillance et c'est juste pour aider parce que nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et c'est simplement, si les enseignants ont moins le temps, bah, nous, on voudrait prendre du temps personnel pour pouvoir accompagner les élèves qui, comme vous le dites, sont certainement… Je vous remercie beaucoup en tout cas. Oui, merci. On va prendre d'autres questions car il y en a d'autres. Je crois que Evelyne, vous souhaitiez poser une question. Bonsoir. Bonsoir. Dans le chat, donc je prendrai les questions dans le chat également. Oui, bonsoir. Merci d'abord à tous les intervenants qui m'ont beaucoup éclairé pour nous aider aussi sur un projet que nous, on est en train de monter dans l'établissement puisque je suis enseignante, professeure de philosophie et référente numérique. Et nous avons la chance au lycée d'avoir déjà un écolabel, une collègue qui s'était énormément investie. Et donc, l'an prochain, on a pour projet de mettre en place, de tenter de faire rentrer l'établissement dans l'ère de l'écologie numérique. Et on voudrait prendre, donc le proviseur est d'accord, on va essayer de s'appuyer. Et donc là, tous les intervenants l'ont très très bien dit sur, je pense d'ailleurs que cette idée d'ambassadeur est très porteuse, et on y reviendra. Donc nous, on va s'appuyer sur la sobriété numérique comme levier pour faire apparaître un certain nombre de projets. Donc je ne sais pas, je pense… Alors, on ne vous entend plus. Utiliser donc, le numérique dans des proportions raisonnables. Et donc, le but qu'on a dans un premier temps, c'est justement de sensibiliser les élèves, alors les collègues et les élèves. Je pense qu'on va, étant donné que nous, on a beaucoup déjà d'élèves du CDL qui sont mobilisés, ça va être plus facile que de mobiliser les collègues pour les raisons que vous avez dit tout à l'heure. Et ce que je me demande, d'inculquer des bonnes pratiques, alors pas seulement que les éco-gestes, mais quand même des bonnes pratiques de cette sobriété de manière pérenne et inscrite vraiment dans le devenir du citoyen responsable. Et je me dis dans quelle mesure, et peut-être que là les collègues et les intervenants peuvent nous répondre à la question, dans quelle mesure on peut impliquer aussi les instances politiques. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Alors, impliquer des instances politiques en plus des instances de l'établissement. Donc là aussi, il y a l'idée d'action avec l'extérieur. Voilà, pour ça, tout à fait, que ça devienne vraiment pérenne. Bon, je pense qu'en montrant, en faisant apparaître l'invisible, en rendant visible l'invisible, je pense que les élèves vont prendre conscience des travailleurs du clic, de l'impact environnemental, sociétal. Toutes les disciplines peuvent vraiment être convoquées. En plus, le développement durable est au programme. Donc là, je ne suis pas très, très inquiète, même si ce n'est pas dans l'année. Et je dis après, comment vraiment arriver à sortir des murs du lycée. Alors, je crois qu'on a bien compris votre question et excusez-moi de vous interrompre, mais comme il y en a beaucoup dans le chat, je vais laisser donc les intervenants répondre sur cette question de l'institution politique. Ceux qui ont été en lien. Je ne sais pas qui souhaite répondre, peut-être. Peut-être esquisser des éléments de réponse qu'on a déjà testés à l'échelle, par exemple, des cités éducatives à Creil. Par exemple, nous avons un partenariat, et ça c'est intéressant, parce que nous avons des écoles en élémentaire et des collèges. Parce que les cités éducatives balayent, il faut savoir, dès le plus jeune âge jusqu'aux étudiants, donc les lycées également. Et l'intérêt, c'est qu'au sein du cité éducatif, il y a le scolaire, le périscolaire, mais également la municipalité, le département, etc. Je pense que pour les élèves, l'échelle de la démocratie locale est très intéressante. C'est pour ça que je reviens sur l'idée que pour faire des éco-citoyens, il faut les doter d'une certaine littératie en termes juridiques, réglementaires, etc., pour influer dans la durée. C'est ce que vous disiez. Comment faire pour que ça devienne ordinaire et s'inscrive dans la durée? C'est agir au niveau de la communauté éducative élargie, donc également les prescripteurs et ça, c'est une bonne échelle, une très bonne échelle de travailler s'il n'y a pas de cité éducative dans le coin, mais vraiment leur montrer, par exemple, s'ils veulent changer les choses dans une cantine, parce que l'exemple a été évoqué, même le plus jeune âge, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'appelle un marché public et que ça travaille sur plusieurs années et qu'on ne peut pas l'annuler comme ça. Vraiment comprendre la réglementation.
Et donc, typiquement, aller voir dans une mairie les personnes qui gèrent ces marchés publics et pas le référent développement durable de la mairie. Les deux. En fait, ils vont se rendre compte que quelque chose d'extrêmement courant à faire dans les écoles, qui ont par exemple pesé les déchets. J'ai vu dans le chat beaucoup de questions sur les développements durables alimentaires au collège. On fait. Mais une fois qu'on a pesé, une fois qu'on s'en est rendu compte, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont se rendre compte que l'échelle décisionnelle, elle n'est pas dans l'établissement, en fait. Elle s'exerce ailleurs. Et c'est ça ce qui est intéressant, notamment au lycée. C'est tout à fait quelque chose de facile à mettre en œuvre. Et ils peuvent comprendre et ils peuvent agir. Ils peuvent relayer parents, relayer élus locaux, je ne sais pas s'il y a un conseil municipal des jeunes, etc. Et c'est des choses qu'on a fait massivement dans les écoles, à Saint-Denis, à Creil, etc. Merci, Jean de Sourds. Je crois qu'Esther Loiseleur et Jean-Baptiste Clérico souhaitaient répondre. Alors, peut-être rapidement, parce qu'il y a d'autres questions, mais allez-y. Esther, peut-être Oui, très rapidement, sur cette idée de comment aussi, sur les projets éco-citoyens et comment engager les jeunes sur tout le côté fabrique des politiques. Nous, on travaille pas mal là-dessus, déjà pour leur expliquer comment ça marche, à quelle échelle ça se joue, etc. Donc, des COP à l'échelle de la mairie, etc. Comprendre qui gère quoi, quel levier on a pour agir. Et on est en train de monter un projet autour de ça qui sera un projet de convention lycéenne pour le climat. Et je pense que ça pourrait totalement être duplicable sur le sujet du numérique. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour en discuter. On fait déjà des interventions pas mal sur le numérique, sur le thème climat et numérique, pour justement expliquer les liens et comment agir en termes de sobriété numérique. Et est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des sites web aujourd'hui qui expliquent justement ces différents niveaux décisionnels pour certains thèmes, ou c'est difficile de regrouper les informations dans un seul site alors ça, pour le coup, c'est plutôt de la collecte. Il y a quelques rapports sur le numérique, mais on ne peut pas donner ça. Je ne pensais pas forcément au numérique, mais là, comme vous évoquez également. Non, c'est des sujets qui ne sont pas toujours très transparents, et notamment les échelles internationales ou européennes, c'est très, très obscur pour la plupart d'entre nous. Donc, il y a aussi un gros travail à faire sur le plan de l'éducation et de la pédagogie là-dessus. Merci. Il y a les publications de l'ADEME. Il y a encore beaucoup de choses qui sont bien. Et Saint-Ouen École de la Recherche, on a produit des documents pour collégiens et lycéens sur le droit. Sur le droit. Okay, le droit environnement, justice climatique. Donc, ça aussi, ça étille les profs et les élèves. J'en profite pour dire qu'il y aura un compte rendu de ce webinaire dans lequel je mettrai un maximum de ressources. Donc, pour les enseignants et autres éducateurs qui nous écoutent, il y aura de quoi se mettre sous la dent. Jean-Baptiste Clérico, vous souhaitiez répondre également à cette thématique de l'impact au-delà de l'école avec les institutions politiques? Oui, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et puis en plus, on ne va pas faire croire à des jeunes, et ils sont loin d'être cons, que c'est en coupant le robinet pendant qu'ils se lavent les dents qu'ils vont sauver la planète. Donc oui, la question du comportement individuel est essentielle, mais il ne prendra son sens que s'il est dans une inscription beaucoup plus globale. Par exemple, mon fils, j'ai un fils qui a à peu près l'âge d'Esther, il a 18 ans, il est devenu végétarien il y a 2-3 ans. Parce qu'il s'est dit, voilà, il suffit que pour sauver la planète, pour arriver aux accords de Paris, il y a 2 choses à faire. C'est un, diminuer les déplacements, et 2, qu'on arrête, qu'on devienne végétarien. Il est devenu végétarien. On a débattu, etc. Je dis, bon, tu manges des œufs, on a eu un débat de père à fils, etc. C'était très intéressant. Mais il passe 1 heure sous la douche. Et quand je lui dis, Thibaut, tu imagines, tu passes 1 heure sous la douche, tu es végétarien, il dit, arrête de te moquer de moi. Il dit, pour fabriquer un jean, il faut bien plus d'eau que pour moi de prendre 25 douches d'1 heure. Donc, il y a bien une prise de conscience que c'est parce qu'il va y avoir et une action politique et une action individuelle. Et il est là le vrai sens de éco-citoyenneté. C'est-à-dire que dans le côté citoyen, c'est bien d'avoir une action collective. Et après, le éco, il va être aussi d'avoir son propre comportement individuel. Mais c'est bien l'articulation avec les deux que ça va avoir du sens. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut travailler aussi sur des jeunes. Et quand on conduit des projets autour de l'environnement, c'est à la fois de travailler sur les comportements individuels, mais aussi sur les comportements collectifs. Et ça va passer par la compréhension de qui c'est qui fait les lois, ça va passer par la compréhension de aller voter, ça va passer par, et pour avoir, c'est un projet ultra éco-citoyen que de faire comprendre les institutions républicaines et de faire comprendre à un moment donné comment est-ce qu'on vote une loi, et du coup de travailler avec un groupe d'enfants sur le fonctionnement législatif, c'est de l'éco-citoyenneté. Après, je pense aussi là sur des choses qui ont été dites tout à l'heure sur l'éducation par les pairs. Je crois qu'il y a 2 choses différentes. Et ce que disait Esther tout à l'heure, c'est essentiel. Mais je pense que c'était plus de l'éducation entre pairs que de l'éducation par les pairs.
C'est deux concepts différents. Il s'agit à un moment donné, quand on est dans de l'éducation par les pairs, c'est de l'éducation par les pairs où l'enseignant, celui qui amène le savoir institutionnel, c'est un pair, mais c'est quelque chose d'un peu obligatoire, d'une manière formelle, etc. Là où l'éducation entre pairs, c'est vraiment entre pairs, on avance, on débat, etc. Et là, c'est efficace. Parce que depuis tout à l'heure, on dit que les éco-délégués doivent transmettre, mais que je sache, la transmission, ça s'apprend. Et de réussir à faire passer un savoir, ça ne se fait pas comme ça. Et donc, du coup, je pense que lorsqu'on veut mettre en place de vrais projets d'éducation par les pairs, il faut qu'on travaille aussi sur préparer les futurs éco-citoyens, les futurs éco-délégués, etc., à transmettre. Et ça fait aussi partie des projets qu'il faut qu'on mette en œuvre. Et ça, moi, j'en ai conduit, on pourrait s'en parler aussi. Apprendre à transmettre. Alors, je crois qu'on avait une question de Audrey qui apparaît sur mon écran. Est-ce que c'est le cas? C'est à vous. Alors, bonsoir. Alors, c'est étonnant parce qu'effectivement, j'ai une question, mais ce n'est pas moi qui l'ai posée, c'est une de mes collègues, c'est Caroline. Très bien. Donc, voilà. Et on se posait la question des accompagnements, en fait, notamment par rapport à la remarque de Maxence sur on est plein de bonne volonté, mais on ne sait pas quoi faire. Et nous, on est dans l'éducation à l'environnement. Et c'est le cœur de l'éducation à l'environnement que d'accompagner ce genre d'initiative, d'envie, d'énergie. Comment on accompagne sans imposer, comment on fait naître une étincelle, un esprit critique, remettre les choses en cause. Et donc, on se demandait, est-ce que ce genre d'accompagnement avec des structures externes de l'éducation à l'environnement, est-ce que c'est envisagé en fait? Parce que, au sein de l'école, vous voulez dire? Oui, parce qu'on se pose, enfin l'éducation à l'environnement, c'est un mouvement qui a 50 ans et là, je trouve des questionnements qui ont été abordés dans l'éducation à l'environnement il y a un moment. Et donc, je me demandais s'il n'y avait pas un moment possibilité de faire ensemble, de s'accompagner et de se tourner justement vers des gens qui ont l'habitude d'accompagner des projets ou des territoires à la transition, tout ça. Vous faites partie d'une association qui aujourd'hui n'intervient pas du tout en milieu scolaire? Moi, je fais pas partie d'une association en ce moment parce que je sors de formation, mais j'en connais des associations qui interviennent en niveau scolaire. Mais là, dans ce que j'ai entendu, j'ai pas l'impression que ce soit en fait très très représenté. Donc, j'avais envie d'aborder la question. Alors, par rapport aux ressources disponibles aujourd'hui pour les classes, les enseignants. Moi, je veux bien prendre la parole. Bien sûr, Rosine. Puisque j'ai une deuxième casquette, une troisième avec le CRAP, mais une deuxième avec Réseau Canopé. Cette année, on a accompagné un certain nombre d'établissements par des méthodes de co-design, c'est-à-dire avoir un moment, un petit peu ce que décrivait, je ne me souviens plus de son prénom, de l'OCE tout à l'heure, avoir un moment de co-construction de la connaissance. Oui, voilà. Avoir une co-construction de la connaissance avec les élèves sur certains sujets et puis après construire avec eux un moyen de le retransmettre aux autres élèves comme on fait actuellement donc à Réseau Canopé avec l'AFD et le programme Réinventer le monde. Ça, c'est des méthodes qui ne sont pas innées chez les profs et que des associations, enfin des organismes comme le Réseau Canopé peut accompagner les écoles à mettre en place ou comme OCE peuvent accompagner à mettre en place. Et d'ailleurs, cet été, on va travailler là-dessus aux rencontres des cahiers pédagogiques, à l'intersection entre ce que fait l'OCE avec les climatons et ce qu'on fait, ce que font des enseignants ou des formateurs comme moi au sein de Réseau Canopé. Donc, si les enseignants veulent se former, il y a encore un petit peu de place aux rencontres des cahiers pédagogiques. Voilà, donc il y a quand même différents… Et je peux passer la parole à Jean-Michel qui va nous présenter le dossier que nous allons sortir dans quelques jours. Jean-Michel Zakartchouk, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on vous entend, Jean-Michel? Bon, c'est pas grave, mais on a… Oui, c'est bon. Bonsoir. La caméra marche pas. Alors, pour les cahiers pédagogiques, voilà, qu'est-ce que vous nous Oui, présentez? non, la caméra marche pas, je ne sais pas pourquoi.
vous ne pouvez pas démarrer parce que c'est l'animateur qui l'a arrêté. Alors, bon, ça fait rien, je vais être sans. L'animateur a arrêté ma caméra, alors je ne peux pas. Bon, mais c'est pas grave, je vais faire sans caméra. Oui, non, au cahier pédagogique, on a déjà publié un numéro donc, où il y a de large place au projet éco-citoyen, le numéro 560. Et je renvoie aussi au précédent webinaire de Universcience qui est en ligne et qu'on peut regarder. Je pense qu'il y aura le lien qui sera mis, où il y avait beaucoup de choses sur le développement durable dans les établissements scolaires notamment. Et puis là, on va sortir, et ça me permet d'annoncer aussi le prochain webinaire de Universcience sur l'école et la nature, c'est-à-dire l'école dehors, apprendre dehors. Oui, l'école en plein air. Ça sera le 2 juin prochain, même horaire. Voilà, et donc nous, au cahier pédagogique, on met ça vraiment en premier plan dans nos priorités, tout ce qui est éco-citoyenneté, défis écologiques, et on travaille avec aussi bien l'OCE, la main à la pâte, et donc Universcience. Donc, voilà un petit peu les relais. Je ne sais pas si ça répond à votre question et à celle de votre collègue Audrey. Voilà, on a retrouvé Jean-Michel. Oui, je connais ces associations. Bah, je ne pensais pas qu'on pouvait spécialement nommer ou parler de programmes en particulier. Bah, dans ces cas-là, je vais placer les CPIE. Les jeunes, si vous avez envie d'idées, si vous avez envie d'être accompagnés, il y a aussi ça à checker. Alors, qu'est-ce que c'est les CPIE? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est les centres permanents d'initiative pour l'environnement. C'est un label d'association de l'éducation à l'environnement. Voilà. Et ça c'est vraiment très riche et très transversal. En tout cas, voilà, ils ont l'habitude d'accompagner des projets de l'environnement à la transition, avec voilà, différentes approches. Ça peut être intéressant, peut-être. Une autre ressource. Voilà, pour d'introduire ça en éducation nationale. Merci. Bien sûr, ça sera noté dans le compte-rendu. Comme je le disais, il y a toujours un compte-rendu des TEDUC dans lequel il y a une partie ressources qui est une sorte de bibliographie un peu élargie et dans lequel j'essaie de mettre un maximum de choses. D'accord, merci. Est-ce qu'on a une autre question, puisqu'il nous reste du temps, ou alors peut-être que l'un des intervenants souhaite insister sur l'un des projets qui a été mené pour peut-être qu'on se rende compte des obstacles, ou je ne sais pas si les éco-délégués sont encore avec nous. Peut-être que je vais vous laisser aussi la parole à la fin pour savoir qu'est-ce que vous pensez de ces échanges et est-ce que ça vous inspire, ça vous intéresse, ou est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas du tout abordés qui étaient importants pour vous? Lisa, Maxence. Mon collège est arrivé là. Léa, si elle veut prendre la parole. Alors, on a aussi des éco-délégués de 3e. Léa, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas depuis quand vous avez rejoint la réunion, mais en tout cas, est-ce que voilà, il y a des points sur lesquels vous souhaitez insister, que ce soit en termes de ressources, de leviers, de freins, ou simplement de retour d'expérience? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, dans notre collège, on a commencé à faire un diagnostic de tout ce qui se passait, que ce soit déchets dans les poubelles et tout, des lumières ou pas, allumées ou pas. Et la plupart des profs n'éteignent pas leur vidéoprojecteur dans notre collège, en tout cas. Et puis, voilà. Et puis après, il y a eu la Covid qui a un peu freiné le tout, mais je crois que c'est tout. Enfin, oui, je pense. Et par rapport à ce genre ça vous satisfait suffisamment ces prises de position, ces actions, ou vous avez l'impression que ça ne va jamais assez loin? Enfin, vous, comment vous le ressentez en tant qu'élève? Pour moi, je dirais que je ne sais pas trop. C'est entre les deux, en fait. C'est assez bien quand on se voit parce qu'on parle un peu de tout. Mais après, c'est peut-être pas assez parce qu'on se voit à peu près une fois tous les mois ou un truc d'un genre. Et voilà. Oui, c'est tout. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez assez de ressources à disposition par rapport à tout ce dont vous avez besoin? Oui. Oui. En termes d'information et d'idées? Oui, on a toutes les ressources qu'on pourrait avoir besoin. Oui. Merci beaucoup de votre témoignage. Je ne sais pas si les uns et les autres souhaitent réagir ou rebondir peut-être pour conclure. Je crois qu'on a balayé pas mal de sujets. Moi, je
Oui, allez-y, Je veux Nathalie. juste dire quelque chose. Il y a des gens qui ont posé des questions tout à l'heure dans le chat. Oui. Et je ne leur ai pas répondu parce que j'étais absorbée par ce qu'ils se disaient et que j'ai vu que ça s'adressait. Est-ce qu'on peut leur répondre après? Est-ce que… Alors là, vous pouvez peut-être prendre la parole pour répondre tout simplement, parce qu'on peut prendre encore quelques minutes. On n'est pas à 3 minutes près. Je ne me souviens plus de la question. Ça Par concerne rapport aux ressources, oui. aux ressources en école primaire, c'est cela? Il me semble que c'est ça. Il y avait plein de questions. Alors, pour ce qui est alors, le problème, c'est qu'effectivement, nous, on est à Paris. Donc, je ne sais pas si les personnes qui ont posé les questions sont également à Paris. Parce que l'idée à Paris, c'est d'arriver à travailler des trinômes d'établissements, c'est-à-dire école, collège, lycée, de façon à avoir un impact réel, en commençant par les tout petits, de la maternelle à la terminale. Donc, sur les 20 arrondissements, on va démarrer une expérimentation sur 3 établissements maternelle, élémentaire, donc l'école primaire, et ensuite le collège et ensuite le lycée, et faire des liens vraiment entre les CM2 et les 6e le plus possible, puisqu'ils sont dans le même cycle. Et travailler ça avec les partenaires aussi. Donc, mais les ressources parisiennes, je suis assez mal à l'aise pour expliquer, par exemple, à la dame qui est en Haute-Savoie ou dans l'Ain, c'est monopoliser la parole pour rien. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, répondre au chat directement si les gens sont à Paris, ça prend sens pour eux. Très bien. Mais écoutez, en tout cas, moi, j'aurai accès à toutes les questions après coup, parce que là, je peux pas. J'ai essayé de les lire en direct, mais parfois, ça va très vite. Donc, si jamais certains intervenants souhaitent prendre la parole maintenant, participants, je veux dire, si vous avez encore une question, n'hésitez pas. On peut prendre quelques minutes si vous avez un point précis qui intéresse donc plus largement que la seule Académie de Paris, peut-être. Alors, si personne ne dit rien, je reprends la parole. Allez-y, il vous reste encore quelques minutes. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'au mois de mars, on a fait quelque chose que je trouve vraiment intéressant et qui peut se faire n'importe où. Ce sont des webinaires, c'est-à-dire des interactions en ligne. Et là, ce sont les éco-délégués qui sont venus témoigner. Donc, ce qui est formidable, c'est qu'il y a énormément d'élèves qui peuvent témoigner entre lycées, puisqu'on est en interaction via Zoom ou autre chose. Et du coup, il y a eu vraiment des présentations de projets d'établissement, de ce que faisaient les élèves, que ce soit pour les collèges ou pour les lycées, qui étaient vraiment intéressantes. Victor était présent, il nous a fait une présentation des actions à Louis-le-Grand. Dans les collèges, on a eu toutes sortes de choses que je n'imaginais pas et qui montrent à quel point les établissements sont dynamiques aussi. Et, parce que moi, ça me dérange quand on dit on ne peut pas faire, on peut faire. Ça demande une mobilisation de l'ensemble des gens. Mais dès qu'il y a la volonté d'accompagner dans un établissement, on fait. Voilà. C'est un peu le mot de la fin, peut-être. Mais moi, je crois beaucoup à cette dynamique. Je suis très, très enthousiaste pour accompagner tout ça. Et il y a urgence à le faire. Et les élèves ont vraiment conscience qu'il y a une urgence. Il y a aussi l'idée d'un échange de pratiques qui finalement est inspirante pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite donner son mot de la fin ou est-ce qu'on se quitte? Oui, Ange, je vous vois lever la main, allez-y. Alors déjà, merci aux éco-délégués présents parce que ça fait toujours plaisir de vous écouter et je voulais partager l'expérience d'enseignant. Je ne sais pas si vous connaissez le site Lycée en transition qui a été créé par des lycéens à Toulouse avec leur prof de SVT Cédric Metsch. Et aujourd'hui, cette plateforme réunit des dizaines et des dizaines de lycées, de co-délégués, de lycéens de partout en France qui partagent ensemble ce qu'ils font à l'échelle de leur établissement. Et c'est quelque chose de très inspirant parce que ce n'est pas centré dans une ville, ce n'est pas centré sur une ressource et c'est entre les lycéens eux-mêmes, bien sûr accompagnés de leurs enseignants. Une autre initiative également dans les… j'ai oublié le nom de la ville. En Alsace. Et c'est franco-allemand. Et c'est pareil, ils ont fait un format très intéressant, 10 minutes à 10 heures le mardi pour parler de école, collège, lycée et climat. Donc, à quel point c'est super quand les étudiants et les lycéens… Alors, Jean de Sourd, vous m'enverrez tout ça, que je puisse le mettre dans le compte-rendu. Simon Klein et Jean-Baptiste Cléricault, puis ça sera le mot de la fin.
Oui, moi je voulais juste rebondir, et Mathilde, ma collègue, l'a dit dans le chat. Effectivement, Ange, vous parliez du lycée franco-allemand de Fribourg avec Guillaume Chevalier. Et nous, on a travaillé avec eux justement sur un climaton et ils ont mis en place notre formule. Et voilà, donc je voulais aussi rebondir là-dessus. C'est parfait pour remercier aussi tout le monde ici et puis confirmer le fait que nous, on essaye d'œuvrer pour que dans le primaire et le collège, les choses se fassent aussi et qu'on est là pour accompagner en fait voilà, les corps enseignants qui sont demandeurs. Et ça fait plaisir d'avoir des initiatives de telle sorte. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour tout ça. Je n'ai pas eu le temps de détailler l'histoire du climaton, mais de toute façon, on va faire de la communication là-dessus sur notre site. Mais ce sont des initiatives qui sont vraiment intéressantes parce qu'elles mettent vraiment au cœur des élèves le sens de ce que c'est être citoyen dès le collège, quoi. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Cléricault, je crois que vous avez levé la main numériquement. Oui. Allez-y. Donc, du coup, c'était deux petites choses. Je crois que Nathalie a dit quelque chose d'important. C'est vraiment la question de il est important que les jeunes ont des projets. Les jeunes ont plein de projets. Je suis très confiant là-dessus. C'est comment est-ce qu'on permet à ces projets d'apparaître, quelles conditions on met en place. Et je crois que le débat, il est là. Et puis après, c'était juste pour terminer sur une petite anecdote. Je me souviens d'accompagner des collectivités pour réduire leurs déchets dans les cantines scolaires. Et en fait, on a travaillé sur 2 louches. Tu as beaucoup faim ou tu n'as pas beaucoup faim? Et donc, la dame qui servait les cantines, elle avait une grande louche et une petite louche. Et on a divisé la quantité des déchets par 80%, rien qu'avec 2 louches. Une petite louche, une grande louche. J'ai vu ça dans les cantines, ça marche aussi avec petite assiette, grande assiette. Merci beaucoup pour ce conseil précis. Esther Loiseler, je vous vois lever la main. Vraiment, vous serez la dernière à parler parce qu'on doit rendre l'antenne. Oui, ce sera en 1 seconde pour m'adresser aux éco-délégués. Et déjà, merci à tous et à tous les gens qui les entourent. Pour revenir sur ce que Maxence, tu avais dit au début, tu avais dit oui, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire. Et je pense que c'est hyper important de transmettre ça aussi en tant qu'éco-délégué. Vous pouvez faire ce que vous voulez et faites-le, essayez, et au pire, ça ne marchera pas, mais vraiment cette idée que vous pouvez faire beaucoup plus de choses que vous ne le pensez, je pense, et ne vous laissez pas brider par le rôle qui est effectivement assez encadré, etc. Vous avez un vrai rôle et vous êtes là aussi parce qu'on est une génération qui a vraiment cette mission presque d'être là pour la planète, donc vous pouvez faire beaucoup de choses. Voilà, c'était pour conclure. Je vais juste ajouter à ce que vous venez de dire, vous avez parlé de l'Académie du climat, Esther, dans votre chat. Je voudrais en parler juste 2 minutes. C'est qu'ils vont beaucoup nous aider. C'est génial que ça ouvre. Et je pense que ça va permettre aux jeunes de montrer tout leur talent. Voilà, c'est tout. On y sera. Donc, on se retrouve là-bas. Et d'ici là, faites plein de choses. Et voilà. Merci à toutes et à tous pour votre participation, votre enthousiasme et puis votre précision. Voilà, je vais essayer de mouliner tout ça dans un compte-rendu un peu résumé avec un maximum de ressources parce que j'ai compris via le chat que c'était quand même il y a un grand besoin d'informations et de connaissances. Et donc, c'est très bien si ces webinaires permettent de partager tout ça. Eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos éco-projets et autres. Et je vous donne rendez-vous donc, le 2 juin prochain pour le prochain TEDUC qui sera consacré à l'école en plein air, qui peut être d'ailleurs un peu rattaché à cette question des projets éco-citoyens. Donc, soyez nombreux à nous rejoindre à la Cité des Sciences en ligne. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.